Au cœur du XIIe siècle, dans le village anglais de Woolpit, un événement extraordinaire vint rompre le cours de la vie rurale. L'apparition soudaine de deux enfants, un frère et une sœur, dont la peau était d'une couleur verte inexplicable. Parlant une langue inconnue et vêtus d'étoffes étranges, leur présence marqua le début d'une énigme qui, plus de 850 ans plus tard, continue de fasciner. Suspendu entre le prodige et le fait divers, ce récit constitue l'un des mystères les plus persistants du Moyen-Âge anglais. Il nous est parvenu à travers deux sources quasi contemporaines, celles des chroniqueurs Guillaume de Newburgh et Raoul de Cockshall. Ces textes ne doivent pas être lus comme des reportages factuels, mais comme des constructions historiographiques et culturelles dont l'analyse critique est la première étape indispensable pour comprendre la formation de la légende. Guillaume de Newburgh, chanoine augustin, est l'auteur de l'Historia Rerum Anglicarum, vers 1189, une œuvre qui constitue le plus ancien récit connu des enfants vers. Il écrivit à une distance géographique considérable de Woolpit, basant son récit sur ce qu'il décrit comme des récits provenant de plusieurs sources fiables. Cette distance suggère qu'une tradition orale sur l'événement était déjà bien établie. Guillaume exprime un scepticisme initial, une posture rhétorique courante chez les chroniqueurs médiévaux pour renforcer la crédibilité d'un prodige. Il affirme avoir été, je le cite, « accablé par le poids de tant et de tels témoins qu'il fut contraint de croire ». Une formule qui souligne le caractère extraordinaire de l'événement tout en validant son authenticité aux yeux du lecteur. Raoul de Cockshall, abbé d'un monastère cistercien situé à seulement 42 km de Woolpit, offre une perspective géographiquement plus proche. Son récit, inséré dans le Chronicon Anglicanum dans les années 1220, est plus tardif que celui de Guillaume, mais prétend s'appuyer sur une source directe et de premier plan. Sir Richard Calne de Wix, le seigneur local qui aurait recueilli les enfants à leur arrivée. Cette prétendue proximité avec les faits confère à son récit une texture différente, plus ancrée dans le témoignage direct et moins dans la compilation de rumeurs. Les chroniqueurs médiévaux ne poursuivaient pas un idéal d'objectivité journalistique moderne. Leur mission était de préserver la mémoire des événements dans un cadre d'histoire sacrée, où tout fait, surtout s'il était inhabituel, était perçu comme porteur d'un sens divin ou d'une leçon morale. Les divergences et convergences entre les deux textes sont révélatrices des différentes traditions narratives qui ont immédiatement entouré l'événement. Selon Guillaume, l'événement se déroula durant le règne du roi Étienne, roi d'Angleterre de 1135 à 1154. Les enfants furent découverts près d'une fosse à loups durant la moisson. Guidés par un son de cloche, celle de l'abbaye de Bury St. Edmunds, ils se retrouvèrent soudainement à Woolpit. Les enfants disaient venir de la terre de Saint-Martin, un pays chrétien avec des églises, mais sans soleil, baigné dans une lumière crépusculaire. Une grande rivière le séparait d'une terre plus lumineuse. Ils refusèrent toute nourriture jusqu'à ce qu'on leur présente des fèves crues qu'ils mangèrent avec avidité. Ils furent baptisés tous les deux, mais le garçon, plus jeune et maladif, mourut peu après le baptême. La fille survécut, perdit sa couleur verte, apprit l'anglais, s'intégra normalement et épousa un homme de King's Lynn. Le récit de Raoul de Cockshall est implicitement plus tardif, sous le règne d'Henri II ou de Richard Ier. Le lieu de découverte est similaire, mais les enfants sont conduits à Wix, chez Sir Richard de Calne. Ils se perdirent en suivant leur bétail dans une grotte et en émergèrent à Woolpit, éblouis par la lumière. Leur monde d'origine était un pays où, je cite, « tout le monde et toute chose était vert ». Le nom de la terre de Saint-Martin est également mentionné. L'alimentation initiale est identique, mais Raoul ajoute que la fille admit plus tard qu'elle croyait que seules les fèves étaient comestibles. Le destin des enfants est identique, mais la fille est décrite comme étant, je cite, « fort licencieuse et impudente ». Elle entra au service de Richard de Calme. Ces divergences ne sont pas de simples erreurs de transmission, mais des indices de récits sous-jacents distincts. Les deux modes d'arrivée, par exemple, ne sont pas des variations aléatoires, mais puisent dans des motifs folkloriques bien établis. Le motif des cloches, chez Guillaume, suggère une translation surnaturelle, quasi divine, d'un royaume à un autre. Le motif de la grotte, chez Raoul, s'aligne sur les contes classiques d'entrée dans l'autre monde ou dans un royaume souterrain. De même, la description du caractère de la jeune fille est radicalement différente. La fille, normale, de Guillaume s'inscrit dans un récit d'assimilation miraculeuse mais réussie. La fille licencieuse et impudente de Raoul suggère une nature sauvage et indomptable, l'associant davantage à une créature féerique qui ne perd jamais complètement son essence d'un autre monde. La datation de Guillaume de Newburgh situe l'événement durant le règne du roi Étienne, une période de guerre civile dévastatrice connue sous le nom de l'anarchie.
Ce conflit pour le trône d'Angleterre entre Étienne de Blois et l'impératrice Mathilde a entraîné un effondrement de l'autorité royale et une violence endémique à travers le royaume. La chronique anglo-saxonne dépeint une époque de chaos où, je cite, « le Christ et ses saints dormaient », où les barons locaux érigeaient des châteaux sans autorisation royale et terrorisaient la paysannerie. Ce climat d'insécurité extrême, de famine et de bouleversement social a créé un terrain psychologique fertile pour la peur, la superstition et l'interprétation d'événements inhabituels comme des présages ou des prodiges. L'arrivée d'enfants étranges sortant de nulle part aurait été perçue de manière très différente dans une société stable et ordonnée. Loin de l'image d'une Angleterre rurale et isolée, le Suffolk du XIIe siècle était l'une des régions les plus densément peuplées et économiquement dynamiques du pays. Sa prospérité reposait en grande partie sur l'élevage au vin et le commerce florissant de la laine avec le continent. Le village de Woolpit lui-même relevait de la juridiction de la puissante abbaye de Bury St Edmunds, un centre majeur de pèlerinage, de savoir et d'échanges commerciaux. Un élément contextuel fondamental est la présence significative d'immigrants flamands en Est-Anglie depuis la conquête normande. Ces communautés, composées de tisserands, de marchands et parfois de mercenaires, étaient essentielles à l'économie de la laine. Cependant, leur langue, le flamand et leurs coutumes les distinguaient de la population locale anglo-saxonne et normande. Le paysage physique autour de Woolpit offre un autre élément de contextualisation crucial. La région de Thetford Forest, située non loin, abrite Grimes Graves, un vaste complexe de mines de silex datant du néolithique. Ces mines, avec leurs centaines de puits profonds et leurs galeries souterraines, formaient un paysage mystérieux, façonné par l'homme des millénaires auparavant. Le nom même de Grimes Graves, d'origine saxonne, peut se traduire par « les creux de Grim ». Grim étant un des noms du dieu nordique Odin, souvent associé à des lieux secrets ou souterrains. Cela indique que ces sites étaient déjà investis d'une aura surnaturelle bien avant le XIIe siècle. L'existence de ce réseau souterrain ancien a fourni un ancrage physique à l'idée métaphysique d'un autre monde. L'explication, la plus largement acceptée par les historiens modernes, postule que les enfants étaient des orphelins issus de la communauté d'immigrants flamands. Cette théorie offre une explication plausible à plusieurs éléments clés du récit. Leur langue inconnue aurait été le flamand, leurs vêtements étranges auraient correspondu aux tenues de leur communauté. Et leur état de désorientation s'expliquerait par le traumatisme d'être perdus et d'avoir peut-être assisté à la mort de leurs parents. Le nom de leur terre d'origine, la terre de Saint-Martin, pourrait être une référence déformée au village voisin de Fornham-Saint-Martin, un possible lieu de peuplement flamand. Cette hypothèse s'appuie sur des événements historiques précis de persécution des Flamands en Angleterre. Une première vague a eu lieu en 1154, lorsque le roi Henri II, à son accession au trône après l'anarchie, a expulsé de nombreux mercenaires flamands. Un second événement, encore plus pertinent, est la bataille de Fornham en 1173. Durant la Grande Révolte contre Henri II, une armée rebelle composée en grande partie de mercenaires tisserands flamands fut écrasée près de Bury St Edmunds. Les chroniques de l'époque rapportent qu'un grand nombre de survivants, estimés à plusieurs milliers, furent massacrés par la paysannerie locale hostile. Dans ce contexte de violence extrême, il est tout à fait plausible que des enfants de civils flamands se soient enfuis et cachés dans la forêt voisine de Thetford. Cependant, cette théorie rationnelle ne n'explique pas entièrement pourquoi les villageois auraient considéré ces enfants comme des êtres surnaturels, plutôt que simplement comme des étrangers. Bien que distants, les Flamands n'étaient pas des inconnus en Est-Anglie. La clé réside probablement dans la conjonction de plusieurs facteurs. Les enfants n'étaient pas seulement flamands, ils étaient traumatisés, affamés et malades. Émergeant d'une forêt ou d'une fosse dans un état de détresse extrême, leur apparence et leur comportement ont pu les faire basculer dans l'esprit des villageois, de la catégorie étranger à celle de non-humain. La rencontre n'était pas seulement avec l'altérité culturelle, mais avec un spectacle de souffrance et d'aliénation si profond qu'il a été traité à travers le prisme du folklore et du surnaturel. La caractéristique la plus frappante des enfants, leur peau verte, trouve une explication médicale plausible dans la chlorose, un terme ancien désignant une anémie fériprive sévère. Cette condition, souvent appelée la maladie verte, est le résultat d'une malnutrition extrême, en particulier une carence en fer, et provoque une pâleur cireuse de la peau qui peut prendre des reflets verdâtres ou jaunâtres. Cette hypothèse est remarquablement cohérente avec les détails du récit. Premièrement, les enfants sont trouvés dans un état de dénutrition avancé. Deuxièmement, le régime initial exclusif de fèves crues leur a fourni certains nutriments, dont du fer. Troisièmement, leur couleur de peau anormale disparaît progressivement à mesure qu'ils adoptent une alimentation plus riche et plus variée. Enfin, le garçon, plus jeune et plus fragile, succombe rapidement.
L'histoire des enfants verts de Woolpit est imprégnée de motifs classiques du folklore celtique et anglais. L'idée d'être venu d'un autre monde qui peut naître dans le nôtre par un portail, la description d'un royaume souterrain ou parallèle sans soleil, et la difficulté d'adaptation au monde humain sont des thèmes récurrents dans les contes de fées. Même leur régime de fèves peut être interprété symboliquement, car les fèves étaient parfois considérées dans le folklore comme la nourriture des morts ou des esprits. La couleur verte elle-même est au cœur de cette interprétation. Dans l'imaginaire médiéval, le vert est une couleur profondément ambivalente. D'un côté, il est le symbole de la nature, du renouveau, de l'espoir et de la résurrection. De l'autre, il est associé à l'instabilité, au poison, à la maladie et aux êtres surnaturels. La couleur verte fonctionne donc comme le marqueur parfait de l'état liminal des enfants. Ils sont humains, mais pas tout à fait, de ce monde mais aussi d'un autre, vivants, mais proches de la mort. Le vert encapsule visuellement leur ambiguïté fondamentale, expliquant pourquoi cette couleur est devenue le trait définissant de la légende. La capacité de la légende à se réinventer est évidente dans les théories plus spéculatives qui ont émergé bien plus tard. L'idée que les enfants seraient tombés du ciel est suggérée dès 1621 par Robert Burton dans son Anatomy of Melancholy et est reprise par l'évêque Francis Godwin dans son roman de science-fiction précoce The Man in the Moon en 1638. Au XXe siècle, avec l'avènement de l'ufologie, l'histoire a été réinterprétée comme l'un des premiers récits de contact extraterrestre. Bien au-delà des cercles d'historiens et de folkloristes, l'histoire des enfants verts de Woolpit a survécu à travers les siècles, se transformant en une source d'inspiration durable pour les artistes, les écrivains et les musiciens, tout en devenant un marqueur d'identité pour sa communauté d'origine. En littérature et en poésie, la légende a été revisitée à de multiples reprises. Le poète et critique anarchiste anglais Herbert Reed a qualifié l'histoire de fantaisie idéale et s'en est inspiré pour son unique roman, The Green Child, en 1935. Cette œuvre surréaliste utilise le motif des enfants pour explorer des thèmes profonds, tels que l'utopie, l'aliénation et le retour à une origine mythique. Plus près de nous, Kevin Crossley Holland, auteur pour la jeunesse et spécialiste du folklore anglais, a adapté l'histoire à plusieurs reprises, notamment dans son livre The Green Children en 1966, et dans une version de 1994 qui adopte le point de vue de la jeune fille, lui donnant une voix et un rôle actif. La lauréate polonaise du prix Nobel de littérature, Olga Tokarczuk, a également repris l'histoire dans sa nouvelle philosophique Les Enfants Verts en 2016. En déplaçant l'action en Volhynie, une région de l'Ukraine au XVIIe siècle, elle utilise la rencontre avec ces êtres étranges pour méditer sur la nature, l'altérité, les limites du savoir médical et la perception de l'inconnu. D'autres auteurs de fantasy et de science-fiction, tels que John Crowley et Terry Windling, ont aussi publié des nouvelles basées sur cette légende fascinante. La portée de l'histoire s'étend également à la musique. Un opéra communautaire, composé par Nicolas Le Fanu, sur un livret de Kevin Crossley Holland, a été créé en 1990, impliquant enfants et adultes dans la réinterprétation musicale du conte. Plus récemment, le duo pop anglo-norvégien The Green Children a tiré son nom directement de la légende, l'utilisant comme emblème pour leur musique décrite comme électropop atmosphérique. Pour le village de Woolpit, la légende est devenue un élément central de son identité et de son patrimoine. Le panneau d'entrée du village, qui représente les deux enfants verts, ancre l'histoire dans le paysage contemporain et la maintient vivante dans la conscience locale et pour les visiteurs. Dans la mémoire collective, l'histoire a parfois fusionné avec d'autres contes folkloriques, notamment celui des Babes in the Wood, une autre histoire tragique d'enfants perdus dans une forêt. Ce phénomène de contamination narrative montre comment les récits populaires évoluent, s'empruntent des éléments et se reconfigurent au fil du temps, créant un tissu folklorique complexe et vivant. Au terme de cette analyse, il apparaît que la tentative d'établir une vérité unique et définitive sur l'origine des enfants verts de Woolpit est moins pertinente que la compréhension des mécanismes qui ont permis à cette histoire de naître et de perdurer. Néanmoins, une explication composite, synthétisant les approches historico-rationalistes et médicales, apparaît comme le scénario le plus plausible. Les enfants étaient très probablement des orphelins flamands, fuyant une violence extrême, vraisemblablement les massacres qui ont suivi la bataille de Fornham en 1173. Leur état de choc, combiné à une malnutrition sévère ayant provoqué une anémie fériprive, la chlorose, expliquerait leur désorientation, leur langue incompréhensible pour les villageois et leur teint verdâtre. La transformation de ce drame humain en légende s'est opérée au moment de la rencontre. Confrontée à une altérité radicale et à un spectacle de souffrance presque inhumain, la communauté de Woolpit a interprété l'événement à travers le prisme de son propre système de croyances. Dans un monde où le surnaturel était une réalité quotidienne, riche en folklore sur les fées, les esprits et les mondes souterrains,
Ces enfants étranges ont été perçus non comme des réfugiés, mais comme des prodiges. Les chroniqueurs Guillaume de Newburgh et Raoul de Cockshall ont ensuite formalisé, interprété et transmis cette histoire, chacun selon ses propres objectifs historiographiques et théologiques, la figeant pour la postérité. En définitive, la puissance durable de l'histoire des enfants vers de Woolpit ne réside pas dans sa véracité factuelle, mais dans sa profonde et extraordinaire ambiguïté. Cette ambiguïté fonctionne comme un miroir, reflétant les peurs médiévales de l'étranger, de la famine et du chaos social, mais aussi les fascinations modernes pour l'inconnu, qu'il soit d'origine surnaturelle, extraterrestre, psychologique ou historique. C'est un récit intemporel sur la rencontre avec l'autre absolu et sur la manière dont les sociétés humaines, d'hier comme d'aujourd'hui, utilisent la narration pour donner un sens à ce qui les dépasse. Et c'est ainsi que s'achève notre voyage à Woolpit, sur les traces de ces mystérieux enfants verts. Une histoire incroyable, suspendue quelque part entre un drame humain bien réel et la puissance intemporelle du folklore. Si cette plongée dans l'Angleterre médiévale vous a plu et que vous voulez soutenir la chaîne, vous connaissez la marche à suivre, et ça m'aide énormément. Laissez un pouce bleu pour dire que vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune future énigme historique. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec tous les curieux et amateurs de mystères de votre entourage. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est grâce à votre curiosité que ces histoires continuent de vivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure.